Salut à tous, Autoplus vous propose un podcast d'un nouveau genre. On s'est dit que débattre autour de thématiques d'actualité pourrait tout autant vous passionner que d'écouter quotidiennement nos petits journaux d'actualité. Alors en compagnie d'éminents experts de la rédaction d'Autoplus, on a choisi de vous parler d'un sujet, la Golf, un modèle mythique chez Volkswagen et elle se renouvelle encore pour une 8e fois. Donc on va en parler très longuement avec nos éminents experts présents aujourd'hui. Agnès Lasbarère, spécialiste des nouveautés à la rédaction d'Autoplus. Salut Agnès. Bonjour Géraldine. À ses côtés, Alan Froly, journaliste essayeur à la rédaction également. Bonjour Géraldine. Salut. Et puis le dernier de ce trio, Pierre-Louis Champeau, qui est donc à la tête de la rubrique Occasion d'Autoplus et qui écrit également pour Autoplus Classique avec une très grosse connaissance sur les voitures anciennes. C'est bien quand même. Moi, c'est Géraldine Gaudy, je suis rédactrice en chef du site autoplus.fr et je serai, entre guillemets, Madame Loyal, maître de cérémonie, ce que vous voulez. Petite question pour commencer. La Golf, elle a 45 ans. Est-ce qu'on peut dire que c'est un modèle qui a traversé les âges sans prendre une ride? Agnès, Alan, qui? Alors, si on parle de ride, moi je vais peut-être en parler en premier. Non, en fait, la Golf n'a pas vraiment pris de ride. C'est-à-dire c'est un modèle, ce qu'on appelle un modèle iconique. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ça a été une évolution du modèle, mais sans qu'il y ait de rupture dans le style. Donc, en fait, elle a joué avec le temps, c'est-à-dire que suivant l'évolution du design dans le monde automobile, elle a suivi ça. Mais quand on la voit, on dit tout de suite, c'est une Golf, quelle que soit la génération. Ce qu'ils ont su faire, c'est à chaque fois remplacer un modèle par une nouveauté qui avait un design suffisamment proche de l'ancien pour ne pas le démoder. Sur le marché de l'occasion, ça a eu une grosse influence. Et ça permet aussi au public d'être capable de reconnaître la voiture. Quelle que soit la génération, on sait ce que c'est. Le modèle ne met pas un gros coup de vieux au précédent, donc ça permet au cours de se maintenir. Donc c'est une valeur sûre, c'est un modèle qu'on reconnaît facilement. Et c'est vrai qu'ils ont su garder le côté air de famille, on reste dans l'air du temps, mais sans mettre un gros coup de vieux. Le bon exemple, c'est vous prenez une Renault Mégane 1, 2, 3 et 4. Chacune ne ressemble absolument pas à la précédente. Et voilà, ça fait des modèles qui se démodent, qu'on reconnaît peut-être moins facilement d'une génération à l'autre. Voilà, sur le marché de l'occasion, par exemple, c'est une valeur sûre aussi grâce à ça. On reviendra là-dessus. Alan? D'un autre côté, c'est ce que beaucoup de gens lui reprochent. C'est un peu son manque d'audace stylistique. C'est sûr que là, on n'a pas affaire à une belle italienne qui effectivement renouvelle un peu son design, enfin prend des risques. Là, celle-ci, elle prend pas de risques. Et il y a bien plein de gens qui se disent, bah non, une Golf, c'est froid, c'est austère, il se passe rien. Il y a plein de gens qui ont envie, quand ils achètent une nouvelle voiture, paf, ça saute tout de suite aux yeux, ça se voit direct, quoi. Que ça soit flamboyant. La Golf, il y a plein de générations où on s'est dit... effectivement, on ne voit pas assez les différences et il y a plein de gens qui c'est pas un coup de cœur, mais c'est une valeur sûre. On va parler un petit peu d'historique. Alors, je vais peut-être plus faire appel aux connaissances de Pierre-Louis. La Golf, elle a été lancée pour remplacer la Cox. C'était un pari audacieux de la part de Volkswagen de faire ça. Alors, c'était un pari audacieux, c'est surtout qu'ils n'avaient plus guère le choix. Au début des années 70, la gamme de Volkswagen, c'est des moteurs à air placés à l'arrière, alors que la tendance... c'est sur les moteurs avant, traction avant. Ils ont une gamme qui est vieillissante. Ils sont un peu dépendants de la culture monomodèle avec tous les dérivés qu'on connaît. Et quand ils lancent la Golf, c'est un gros pari, mais en même temps, c'était le bon timing pour tenter quelque chose parce qu'ils avaient racheté NSU, c'était pas non plus l'affaire du siècle. Ça permettait pas de créer des produits grand public. À ce moment-là, la coccinelle, elle avait déjà presque 40 ans. Enfin, voilà. Il était temps de tenter quelque chose. Et ça les a sauvés, c'est peut-être un peu fort, mais enfin, ça leur a permis de revenir sur le devant de la scène avec un produit fort, moderne, ce que leur gamme ne comportait absolument pas à ce moment-là. Qu'est-ce qui a introduit finalement la Golf 1 sur le marché des compacts quand elle est arrivée? Alors, étonnamment, rien. Bon, c'est ça qui est très fort. C'est qu'ils n'ont rien inventé, mais ils ont pris les bonnes idées des autres. On dit c'est un peu la première compacte avec un haillon. Sauf que vous prenez une Simca 1100 qui est apparue donc 7 ans plus tôt. C'est déjà un peu les bases de cette catégorie qu'on appelle aujourd'hui les compacts. Mais ils l'ont fait au bon moment. Ils l'ont fait avec un produit grand public qui a très bien marché. Là où ils ont été capables aussi de développer leur gamme, c'est en lançant la GTI. Au départ, c'est l'idée de quelques mecs dans un coin qui se disent « Tiens, on va mettre un gros moteur sur notre petite voiture. » Parce que la première Golf était une petite voiture, on était autour de 3,74 m de long. Et on va voir ce que ça donne. Ils lancent le truc, ça cartonne, et là, ça fait une locomotive pour la gamme qui est extraordinaire.
pendant une vingtaine d'années, c'était le produit à avoir dans sa gamme. C'est eux qui ont inventé le sigle, la catégorie. Et ça a permis vraiment de tirer le modèle et de lui donner une notoriété extraordinaire. Pour vous, Alan, le sigle GTI, c'est quelque chose qui est hyper porteur et c'est une voiture qui fait partie de tes voitures préférées? C'est une voiture mythique, c'est elle qui représente le mieux ce sigle-là. Elle ne l'a jamais abandonné, alors qu'il y a d'autres marques qui ont mis de côté le sigle GTI pendant des années en disant c'est plus à la mode et tout ça. La Golf, elle a toujours été fidèle à ce modèle. Pour moi, c'est pas la référence de la sportivité. Ça reste une voiture performante, mais facile à conduire avant tout. Ça a surtout pas le côté tranchant des Peugeot qui pouvaient même être un peu délicates à conduire, ou alors avec des mécaniques hyper exigeantes, sauf peut-être pour certaines versions 16 soupapes qui réclamaient un petit peu de poigne. Mais généralement, c'était une voiture performante, mais polyvalente, facile à conduire, qu'on pouvait quasiment conduire le coude à la portière, ce qu'il n'aurait surtout pas fallu faire avec une Peugeot. Quels sont les atouts finalement de cette Golf à travers les générations? Pour moi, la Golf, c'est avant tout une voiture rassurante. Les gens ont besoin... quand la Golf est apparue, elle a ramené de nouveaux standards en termes de qualité de fabrication. Il suffit de monter dans une Golf d'il y a 20 ans, une Golf 4, c'était déjà impressionnant en termes de qualité perçue. La porte lourde, les claquements sourds, une planche de bord taillée dans un matériau dense, rembourré. L'image du style, l'ergonomie ne change jamais. C'est-à-dire que quand on trouve une recette qui fonctionne bien, on ne va pas aller s'amuser à aller changer les boutons de place, les commodos, les machins. La Golf, c'est pas ça. Aujourd'hui, quelqu'un qui monte dans une Golf 7 et qui a eu une Golf 2 ou Golf 3 il y a 20 ou 30 ans, il n'est pas du tout dépaysé. La commande des phares est au même endroit, les clignotants c'est dans le même sens, les commandes de clim c'est pareil. Et en ergonomie, c'est un bouton par fonction, des menus hyper simples, même dans des écrans tactiles hyper perfectionnés où il y a beaucoup de menus et de sous-menus. Ça va très vite, c'est très facile, on s'y retrouve facilement. Mais ça va changer avec la Golf 8. Alors Agnès, oui, parce que vous avez eu l'opportunité de monter dans la Golf 8 et intérieurement, ça change du tout au tout. Alors là, c'est quand même hallucinant. Tout à l'heure, on parlait du style extérieur. Et c'est vrai que quand j'ai découvert cette Golf 8, je me suis dit, bon, ok, c'est une Golf. Il y a quelques petits changements, hein, ça, c'est sûr, on verra ça dans le détail. Mais quand on rentre à l'intérieur, alors là, c'est totalement différent. Et c'est vrai qu'on a toujours dit, voilà, quand on s'installe dans une Golf, même si moi, à titre personnel, je trouve ça infiniment triste, moi, parce que vraiment, c'est toujours la même chose, et bien là, et c'est vrai quand du coup, on se retrouve à la maison. Pour ceux qui aiment ça, comme le disait Alan, c'est, voilà, on sait où sont les choses, etc. Là, c'est la 8e dimension, justement, c'est totalement différent, puisque maintenant, il y a une dalle numérique, un peu comme dans la nouvelle Mercedes Classe A, et donc, disparition totale des boutons. Même la petite molette de l'éclairage, eh ben en fait, c'est un petit pavé tactile, en fait, sensitif. Donc ça, je ne suis pas sûre que ça va être super pratique hein, quand on va conduire. Bon, les phares s'allument automatiquement, bien sûr, maintenant, mais quand on va vouloir jouer avec ça, ça va être un peu plus compliqué. Et puis voilà, on a des compteurs numériques, bon, ça, on commence à avoir l'habitude. Il y a ce grand écran tactile au-dessus de la console centrale, et après, c'est tout, plus rien. Donc ça, je pense que à la maison, ben, il va falloir s'y habituer. Il va falloir changer ses habitudes. Ouais. Ça, le problème, c'est que l'écran tactile, effectivement, s'invite dans les voitures. Maintenant, on en veut absolument partout. Enfin, je suis même pas sûr que ce soit l'automobiliste moyen qui veuille ça. Mais c'est un effet de mode. Et si la voiture ne veut pas être ringardisée, il faut absolument qu'elle en passe par là. C'est un peu malheureux, mais la Golf, effectivement, va être moins pratique en termes d'ergonomie. Elle le restera, je pense, en termes de fonctionnalité, parce que c'est une voiture qui a toujours été... une Golf, c'est un cube, facile à charger. On va chez le brocanteur, on trouve une armoire, ça rentre dedans, c'est sûr. Et ça, elle a inventé toujours plein de trucs, des rangements, le double plancher de coffre, il y a toujours plein de trucs qui la rendent pratique cette voiture. Donc voilà, ça compensera un petit peu cette audace en termes d'ergonomie. J'aimerais qu'on fasse un petit point sur l'aspect mécanique de la voiture. Je sais que la Golf, alors si elle n'a pas forcément sur sa première génération innové, en revanche celles qui ont suivi ont intégré des choses un peu spécifiques et notamment les injecteurs pompes si je ne me trompe pas. Alors oui, déjà avec la Golf 3, ils ont été, pas les premiers encore une fois, c'est là où ils sont malins, ils laissent les autres un peu déblayer le terrain, mais la Golf 3 avait le 1,9 litre TDI 90, qui en son temps était un bloc moderne face à une concurrence très traditionnelle. Sur la Golf 4, ils ont effectivement inauguré la technologie des injecteurs pompes, alors qu'il y avait un avantage au niveau performance, sobriété. Mais en termes d'agrément, il y a des moteurs, c'était un peu on-off, et surtout en termes de fiabilité, c'était plus ou moins la période compliquée pour
pour beaucoup de constructeurs. Les années 2000, c'était très dur, mais Volkswagen n'y a pas échappé. Sur les moteurs à injecteur pompe, il y a eu des soucis, certains courts, certains ne les ont pas quittés jusqu'à la fin. Donc c'est une technologie qu'ils ont fini par abandonner. D'ailleurs, ils sont revenus quasiment 10 ans plus tard à l'injection à rampe commune. Donc une innovation probante en termes de conso et de performance. Les voitures explosaient tout le monde au chrono, en sobriété c'était bien. Mais en termes de retour de panne, enfin moi ça m'a donné du boulot pendant des années. C'est très bien. Alan, sur le haut volant, ça donnait quoi? C'était des voitures qui étaient performantes et qui Une Golf, ça marche. C'est avant tout un moteur. Et quelle que soit la génération, il y a toujours eu une innovation. Donc il y a eu la Golf 1 GTI, la Golf E, la Golf 2, elle a eu aussi des versions GTI, les versions 16 soupapes quand c'était la mode du 16 soupapes. Mais Golf 2, elle a eu aussi le turbo diesel. C'était quand même une des premières compactes à avoir un moteur diesel suralimenté. Donc Golf 3, il y a eu des GTI 16. VR6, donc V6 dans une compacte, une voiture de 4,10 m de long, c'était quand même de la folie. Moi je me rappelle en avoir essayé à l'époque, ça marchait d'enfer, ça faisait un super bruit, enfin on oubliait que c'était triste à l'intérieur et un peu dans les virages, et parce que c'était un moteur d'enfer. De toute façon une Golf, ça marche. Et après les versions TDI, c'est pareil. Golf 4, on avait des puissances jusqu'à 150 chevaux, du coup on en oubliait même la version essence, on a l'impression que ça se traînait, parce que même un TDI 90 ça marchait, 110, 115, 130, 150, c'est des véritables avions. Et puis après, il y a eu sur la Golf 5 l'apparition de moteurs essence à injection directe, les TSI. Donc sur la Golf 5 GTI, le 2 litres, 200 chevaux. Après, il y a eu des 1,4 litre à double suralimentation. En plus, c'était assez balèze, parce qu'ils mettaient aussi compresseur turbo sur un 1,4 litre. On n'a même pas parlé de la boîte DSG, mais la boîte DSG, c'est pareil, c'est une vraie révolution. Ça a révolutionné la transmission automatique. Avant, on avait des boîtes lentes. Là, on avait une boîte qui passait les vitesses comme une mitraillette. Les premiers à faire du downsizing. Les premiers à faire du downsizing, donc ça faisait non seulement des voitures qui marchaient fort, mais des voitures qui ne consommaient pas grand-chose. Et puis Golf 6, voilà, toujours dans la continuité. Malheureusement, elle a oublié les V6. Voilà. C'était le downsizing à fond, donc là, on oubliait les grosses cylindrées. Mais on avait encore du haut rendement, avec des diesels qui marchent fort et des essences puissantes également. Alors le diesel n'est plus forcément en odeur de sainteté, mais surtout chez Volkswagen. Surtout chez Volkswagen, ça leur a causé quelques préjudices. Juste pour ce qui est de la partie fiabilité, vous l'avez un petit peu évoqué, Pierre-Louis, qu'est-ce que ça veut dire, ce problème de fiabilité qu'ils ont rencontré, cette période noire qu'ils ont eue Pour résumer, les moteurs diesel à injection haute pression, c'est fin des années 90. C'est Alpha qui arrive en premier avec son JTD. Derrière, il y a Peugeot qui sort le HDI. Tous les constructeurs s'y mettent et quasiment tous se prennent les pieds dans le tapis. Donc, problème d'injection, problème de volant moteur quand ils ont commencé à systématiser les bimasses, turbo, des bimètres. On a commencé à découvrir un petit peu tous les soucis d'encrassement qui étaient liés à des utilisations en ville. Ça, c'est l'envers du décor du diesel. Voilà. C'était des voitures performantes, mais au niveau technologie, c'était pas du tout maîtrisé. On est passé d'une période où un diesel, ça avançait pas. Mais ça faisait 500 000 km les diesels tapaient les essences en performance. On découvrait des diesels qui marchaient super fort, qui consommaient 3 litres de moins que celui qui remplaçait. Sauf qu'à 100 000 km, on avait déjà payé 2 fois 3 000 € pour une panne dont on ne soupçonnait même pas l'existence. Le volant moteur, en 96, personne ne savait ce que c'était. 10 ans plus tard, il y en a quelques-uns qu'on avait une collection dans leur placard. Donc vraiment, on a eu une période un peu difficile. Volkswagen, comme les autres, alors... Mais ça n'a pas impacté son image à la Golf, finalement. La Golf a toujours eu une image de robustesse, même à l'époque où c'était totalement faux. Enfin, totalement, j'exagère, mais il y a eu... La Golf 4, c'est un bon exemple. Il y a des Golf 4 qui ont fait des kilométrages impressionnants. Puis il y en a d'autres qui ont eu une boîte de vitesse à changer à 100 000, des bimètres turbo tous les 50 ou 60 000. Enfin voilà, c'était... Mais une 307 de la même époque, c'était au moins aussi catastrophique. Là, on est vraiment sur la période où, en termes de fiabilité, c'était compliqué pour tout le monde, notamment sur ces diesels qui étaient devenus subitement performants, mais qu'on avait oublié un peu le fondamental, qui était une fiabilité jusqu'ici très supérieure à celle des essences. On parle de la Golf, une voiture qui s'est vendue à 33 millions d'exemplaires en 7 générations. La 8e génération vient d'être présentée par Volkswagen. Agnès, vous avez eu l'occasion de la découvrir. Est-ce que, en quelques mots, et malgré le fait que ce soit de l'audio, est-ce que vous pouvez nous la décrire visuellement? Est-ce que finalement ça change un peu, beaucoup ou pas trop? Alors, ce qui change, c'est vraiment la face. C'est-à-dire que
Le capot a été un petit peu redessiné, les optiques s'affinent comme toutes les voitures aujourd'hui, hein, c'est un regard beaucoup plus perçant. Il y a un très gros, un bouclier là aussi qui a été énormément travaillé. Du coup, on a une vraie impression de largeur alors qu'elle garde la même largeur que la précédente, c'est-à-dire 1,79 m. En longueur, c'est pareil, elle grandit un tout petit peu, mais elle reste toujours en dessous des 4,30 m, 4,29 m exactement. Et puis, elle est un petit peu plus basse, donc on a l'impression qu'elle est un petit peu plus plate. Mais sinon, à l'arrière, il y a 2-3 détails aussi avec... Il y a aussi le nouveau fameux logo Volkswagen, bien sûr. Mais sinon, elle garde, quand on la voit de profil, pas de doute, hein, elle garde toujours cette forme du montant arrière, du montant C, comme on dit, qui a une forme un peu de boomerang comme ça. Et ça reste, hein, c'est marrant, c'est vraiment... Et puis ça, c'est l'identité de la voiture, c'est l'identité du style. C'est vraiment, voilà, c'est la caractéristique de la Golf, et ça, ils l'ont conservé. Mais ça fait nouveau modèle ou restylage? Parce que c'est un peu des spécialistes du nouveau modèle, en fait, c'est vraiment restylé. Golf 5 phase 7, d'accord. Alors c'est vrai que, quand on la regarde que de l'extérieur, on peut éventuellement se dire que ça fait restylage. Façon Clio 5, Clio 4. Parce que le gabarit ne change pas beaucoup, il n'y a pas de détails vraiment marquants. Si on voit, les feux sont vraiment bien en dessous du capot, les feux de la 7, ils sont un petit peu plus gros, donc on a l'impression qu'ils mangent un peu sur les côtés du capot, alors que là, il y a vraiment une ligne en dessous desquelles se positionnent ces feux-là. On remarque que son regard est différent. Mais franchement, ceux qui ont une 7, de l'extérieur hein, toujours, hein, ceux qui ont une 7, ils ne vont pas pleurer en voyant la 8, je pense pas. Une petite question qui s'adresse peut-être à Alan. L'ID3, c'est la compacte 100% électrique de Volkswagen qui a été présentée au mois de septembre. Est-ce que vous pensez que c'est une voiture qui peut faire de l'ombre à la Golf, sachant qu'elle a une motorisation qui est 100% électrique et qu'aujourd'hui, beaucoup de consommateurs sont invités à passer à l'électrique? Est-ce que finalement ça peut pas porter préjudice à cette saga de Golf d'avoir une compacte de taille équivalente et 100% électrique? Elle se place un peu comme la Zoé se place vis-à-vis de la Clio, quoi. Donc le problème de l'électrique, voilà, ça s'adresse à un usage bien particulier où les prises de recharge sont accessibles. Et voilà, donc celui qui achète une électrique, il ne l'achète pas par hasard. Et donc, c'est pas forcément pour échapper à la Golf. La Golf, elle a sa clientèle, elle a une très très forte clientèle, la Golf. Parce que même si on compare par rapport à le T-Roc, par exemple, qui est arrivé dans la gamme, donc typique, le modèle à la mode, SUV, look cossu et tout ça, et ben, ils se vendent toujours moins bien que cette fameuse Golf. Les gens sont attachés à la Golf. Et celui qui achète une électrique, de toute façon, ne cherche pas une compacte, une Volkswagen, une Golf, il cherche une électrique. Et elle apportera, elle concurrencera une Leaf, une Zoé ou tout autre modèle électrique, mais certainement pas la Golf. On parlait de l'ID3 et de ses motorisations électriques. Est-ce que, Agnès, Volkswagen a prévu finalement d'introduire de l'hybride ou des motorisations électriques sous le capot de cette nouvelle Golf, cette 8e génération? Oui, alors, il y avait juste une chose que je voulais préciser au sujet de l'ID3, c'est assez marrant parce que quand on nous l'a présenté, cette voiture, on nous a dit, il y a eu la Cox, il y a eu la Golf, et maintenant, il y a l'ID3. Bon, j'ai mis quelques réserves, mais ça, c'était la parenthèse. L'ID3 donc, sera la Golf électrique, entre guillemets, hein, bien évidemment, mais elle est considérée comme ça dans la gamme. Mais pour la Golf 8, évidemment, il y a toujours les moteurs TSI qui sont des nouvelles générations, en fait, hein, qui ont évolué toujours pour réduire la consommation, etc. etc. Et surtout, arrivent des blocs à hybridation légère, donc 48 volts, là aussi donc pour diminuer la consommation, et 2 motorisations hybrides rechargeables. Il y aura un 204 chevaux qui existait déjà avec la Golf GTE, tout à fait. Et il y aura une autre version de 245 chevaux, là favorisera plus la performance. Moi, ce que j'attends de la Golf, c'est qu'elle soit, elle a effectivement la très bonne motorisation, mais il faudrait qu'elle soit un petit peu fun à conduire. C'est une voiture qui est confortable, mais alors pour le coup qui est plutôt ennuyeuse dans les virages. Ça prend du roulis, c'est pas très précis. Elle a laissé beaucoup trop de terrain, je trouve, à une 308 qui est à la fois aussi bien amortie et beaucoup plus réactive et vive dans les virages. Et alors ce qu'il ne faut pas croire, c'est qu'une Golf tient mieux la route, parce que moi, pour avoir fait des tests d'évitement, notamment des tests de l'élan, vous savez, c'est ce test qui reproduit un évitement d'urgence à 80 km/h où on donne un coup de volant à gauche et un coup de volant à droite, c'est là qu'on
teste la stabilité de la voiture. La Golf, c'était vraiment le genre avec un arrière très vif, même avec le SP, c'était une voiture qui n'était pas évidente à tenir, avec un arrière très vif. Donc bon, je ne sais pas si c'était pour se donner un air sportif et compenser ce train avant un peu mollasson, mais ce qui serait pas mal serait d'avoir un peu plus de train avant et un arrière un peu plus stable. Moi j'aimerais bien, ça me rassurerait un peu. Les essais de la Golf, Agnès, c'est pour bientôt. Est-ce qu'on a une petite idée de ce que prévoit Volkswagen? Ça fait un petit moment qu'on l'attend quand même. Elle a eu des petits retard à bugs l'allumage. électroniques parce qu'il faut dire aussi que cette Golf 8 va avoir énormément d'aide à la conduite. Le but aussi de Volkswagen a été de fournir des aides à la conduite dès l'entrée de gamme de série. Ils veulent un peu démocratiser tout ça, donc notamment cette planche de bord assez spectaculaire, elle sera dès l'entrée de gamme, donc ça c'est plutôt pas mal. Il n'y aura plus de compteur à aiguille classique. Ah mais non, d'entrée c'est les compteurs digitaux, ça c'est clair. La Golf Et donc- 4 est connectée. Faut aimer les écrans. Voilà. Non, Oui, mais c'est bon, ça. faut aimer les On croit écrans, que ça c'est tombe sûr. en panne. Oui, donc les essais ça sera fin novembre, et puis elle arrivera en concession au début de l'année 2020. On ne connaît pas encore les tarifs, mais bon, on imagine qu'ils vont quand même rester assez cohérents avec la gamme actuelle. Si vous deviez vous acheter une Golf aujourd'hui, sans parler de la 8, est-ce que c'est un modèle que vous achèteriez? Et si oui, quelle génération, Agnès? Ah mais moi c'est la première. Pourquoi? Parce que c'est une voiture qui m'a marquée, parce que quand elle est sortie, j'étais j'étais très 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 jeune, mais voilà. Nous aussi. Et, ouais, et puis parce que j'aime le style, j'aime les phares ronds, ça c'est très personnel. Et puis j'aime ce côté un petit peu rudimentaire, je me souviens d'un volant assez fin, enfin c'était vraiment très basique et j'aime bien ce côté-là. Et puis voilà, et puis aujourd'hui on aime bien les voitures d'il y a longtemps, donc c'est pour ça. Alan? Moi, ce serait une 4, parce que la 4, effectivement, on en a eu dans la famille, elle nous a jamais embêtés, on est allé loin. C'était une voiture qui faisait ultra cossue, on avait l'impression d'avoir une Passat en réduction. Donc, soit en TDI, parce qu'il faudrait que j'aille au boulot et elle me coûterait le moins cher possible, soit en V6, parce que ce moteur-là, il était d'enfer. Il y avait un V5 aussi sur cette série. Il y avait un V5, mais je crois qu'il n'était pas fiable. Je sais pas, t'as pas dû avoir beaucoup de retours parce qu'ils se vendaient pas. Ils en ont vendu 14 et il y en a eu une en panne. Alors pour des statistiques, c'est toujours compliqué. On a un échantillon qui est trop faible. Mais non, mais ils avaient une gamme de moteurs qui était. Il n'y avait pas d'équivalent sur la concurrence. Moi, clairement, je suis. Je suis pas Golf. Alors, je suis pas Golf. Je pourrais être Golf, mais c'est vrai que sur le marché de l'occasion. Bah, finalement, c'est presque un poil cher pour ce que c'est, parce qu'une grosse cote d'amour, ça se revend toujours bien. Et finalement, pour le budget d'une Golf, bah, on peut avoir éventuellement un peu plus grand, un peu mieux équipé ailleurs. Donc là, je serais un peu réticent. Sur les générations plus anciennes, j'aime beaucoup la Golf 1, effectivement, le côté, vraiment les toutes premières avec le tout petit pare-choc qui n'a pas les retours sur le côté. Vraiment le côté petite voiture, parce que c'était quasiment une citadine. Golf 2, pourquoi pas? Alors la Golf 2, c'est le très bon exemple, c'est vraiment ce que la voiture a connu d'une génération sur l'autre. La Golf 2, bah, c'est la Golf 1 qui serait retournée au buffet des desserts, quoi. La voiture a grossi, les moteurs n'ont pas gagné en puissance plus que ça, les performances étaient un peu décevantes. Mais après aujourd'hui sur le marché des Youngtimers, c'est une très bonne voiture pour rouler tous les jours. C'est pas trop cher parce que voilà, les cotes de la première génération sont supérieures. La Golf 2, c'est un peu la solution de repli pour certains, mais c'est pas très cher, c'est fiable. Il y a déjà un petit côté un peu rétro qui voilà, fait qu'on fait quand même un petit bond dans le temps quand on monte à l'intérieur. Donc pourquoi pas une Golf 2, une GTI 8 soupapes avec la première série avec les déflecteurs sur les portes avant. Les Voilà. petits pare-chocs. Ouais, une petite sellerie un peu rétro, pas forcément ultra performante, elle s'appelle GTI, mais c'est... Ouais, ça restait un moteur C'était 112 chevaux, voilà. c'était assez paresseux. une voiture qui avait grossi, quoi. Mais je pense que ça m'irait pas si mal. Merci Agnès, merci Alan, merci Pierre-Louis pour ce premier podcast Auto Plus autour d'un sujet d'actualité qui était donc la Golf. Et j'espère que ça vous a plu et qu'on se retrouvera très bientôt pour aborder de nouveaux sujets d'actualité. A très vite sur autoplus.fr.